C'est un exploit historique. Jomiku. Oui ou non? Oui. Oui. David Papalou? Oui. 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 Bien sûr que oui. Président? Et oui. Eh oui. Juste un mot. La chance qu'ont les nouvelles générations quand même de vivre cette période. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on appartient à peut-être un peu moins Gio. Ah bah c'est sûr. Giovanni, voilà. 8 ans, 98. Voilà, exactement. Nous, on appartient à une période où on te dit que le plafond de verre, c'était les demi-finales. On se souvient tous de 82, 86, et tu as l'impression que à chaque fois, il y a quelque chose qui va te tomber sur le truc. Et que Non, c'était de faire un mondial. Moi, j'ai mon premier mondial, c'était en 82. Le fait d'être au mondial était pour moi. Alors voilà, parce qu'en plus de se qualifier, c'était déjà toute une épopée. Mais ce que je veux dire, c'est que vous vous rendez compte, là, la génération qui est née il y a 25 ans, 30 ans, pour eux, en fait, c'est normal en fait, d'arriver en finale de Coupe du Monde. En demi, en finale. Même en finale, parce qu'en demi, tu te qualifies toujours quand tu es la France maintenant. C'est ça, 98, 2006 finale, 2018 victoire, et là, de nouveau finale. Et peut-être encore une victoire. C'est dingue, en fait, ce monde-là, pour eux, c'est un monde où la France gagne ou va en finale. C'est fou. On vit à l'âge d'or, Didier, parce que par rapport à ce que vous avez connu de l'équipe de France, parce que moi j'ai connu les pires, parce que j'ai quand même connu avant les demi-finales. À 66, on pensait que c'était le plafond de verre. Oui, j'ai connu 66, j'ai connu 70 et 74 où on n'y est pas. Maintenant, il n'y a que l'Italie ou les Pays-Bas, ça tombe de temps en temps sur un pays européen, mais effectivement, et puis après il y en aura 48. Donc il y a quelque chose qui change un peu la donne aussi, c'est qu'on y est tout le temps. Mais ça aide aussi pour l'expérience, la confiance. Je veux dire, quand on va en Argentine, qui est un peu le début d'une génération qui va être formidable et qui va quand même gagner, entre guillemets, en 84, il n'y a que 16 équipes. Alors 16 équipes, je pense que tu n'es pas à chaque Coupe du Monde, tu vois, c'est comme la Ligue des Champions. Maintenant, il y a 4 équipes anglaises ou 4 espagnoles. Avant, c'était le champion. Donc maintenant, il y en a qui gagnent la Ligue des Champions, mais qui n'étaient pas champions. Donc ça a un peu changé. Et puis après, la confiance, parce que quand on était gosse, Olivier a dû le vivre aussi, quand on faisait un tournoi international, cadet, junior, comme on allait nulle part, on avait un peu peur si c'était des Allemands ou des Anglais ou des Italiens. Non mais je veux dire, il y avait un complexe. Tout à fait, mais complètement. Tu es d'accord avec moi? Complètement. On est de la même génération. Quand tu jouais même en minime, tu vois, la Juventus du Turin, tu avais déjà perdu. Didier, on a gagné au tir au but. Didier, je ne dis pas qui a marqué le dernier tir au but, mais c'est l'histoire. C'est vrai, personne pour vérifier. Personne, tu peux vérifier. Didier, on a Olivier Rouillet, vous étiez, vous, en 78. C'était après 66, donc Didier nous l'a rappelé, la France ratait les mondiales. Là, on est aux abonnés finales de. En 66, on y était. On passe pas le premier tour. Oui, 66, mais. Nous, on nous rabâchait 58, si tu veux. En 78, c'est quoi votre état d'esprit quand vous arrivez en Argentine? C'est juste de participer? Ah non, mais c'est extraordinaire. C'est de participer, oui, mais on voulait automatiquement nous passer le premier tour. On avait cette ambition. Italie, Argentine, Hongrie. Heureusement que j'avais pas de chapeau là, parce que j'aurais jamais eu une tête. Mais là, je viens de voir le plan, c'est affreux. Non, mais c'était fabuleux. Et c'est vrai, mais Dave a raison. Pour les générations actuelles, de vivre systématiquement maintenant un quart de finale, une demi-finale et une finale, deux tournois consécutivement, mais c'est absolument prodigieux. Nous, on y arrivait, mais tu peux même pas t'imaginer qu'est-ce que c'était d'arriver en 78 après tant d'abstinence. Maintenant, si on perd la finale, on est déçu. Presque. Ah, bah oui, je peux te dire que si on perd la finale. C'est ça qui est fabuleux. C'est votre génération qui a tout décanté. J'espère, en tout cas. Qui nous a dépucelé un peu. Un peu, oui, puisque nous, ça faisait très longtemps qu'on n'y était pas allé, depuis 58, il faut bien se le rappeler. Donc ça faisait 20 ans, effectivement, on l'a lancé. Puis après, il y a les talents, il y a toutes les différences. On fera un petit saut de puce dans les années 90, et notre témoin, c'est Jomiku. Mais on va faire l'île, ça s'agite. Marseille, toujours plus chaud. Paris, tranquille. Lyon, pour l'instant, je ne sais pas si on a installé la caméra au bon endroit, mais il n'y a pas grand monde. On fait un petit saut de puce et la qualification des Bleus en finale nous permet de visiter finalement l'histoire de France. Vous, Johan, c'est la génération bénie, la génération des Zidane. Lorsque vous arrivez en équipe de France, là déjà, le logiciel a changé. Il ne s'agit plus de participer au mondial, il s'agit d'aller le plus loin possible. Ouais, déjà quand tu arrives, t'emmènes par large, parce que tu as des joueurs exceptionnels et c'est vrai qu'il y avait une force collective qui se dégageait de ce groupe, avec un talent fou déjà à la base, même si dans les générations précédentes il y avait un énorme talent, mais là c'est vrai qu'il y avait une force collective, des joueurs qui étaient plutôt sereins pour aborder ce genre d'événement, et on ressent ça aussi aujourd'hui. C'est vrai qu'on a tendance à parler pas mal de réussite, mais il y a quand même un truc qui se dégage. Une maîtrise, une sérénité sur les moments un peu chauds, et les joueurs de talent rejaillissent. On va parler sûrement de Griezmann tout à l'heure, mais très certainement. T'as quelque chose qui se dégage
et qui, tu sens pas de fébrilité, quoi. Tu sens pas des moments où ça s'affole. Et tout ça, c'est construit aussi depuis plusieurs tournois qui se passent très bien. Il y a quelque chose qui change la donne aussi et qui a profité au détriment de notre Ligue 1 à nos joueurs et la qualité qu'ils avaient au départ. C'est l'expatriation c'est l'arrêt Bosman, quoi, je veux dire, parce que l'arrêt Bosman... Tout se passe après. Voilà, tout se passe après quand même, mais on a déjà cette stature grâce à 82, 84, 86. Parce qu'on a peut-être des nouveaux clients. L'arrêt Bosman, c'est la libre circulation finalement des joueurs. Voilà, le fait que tous les joueurs... C'est-à-dire qu'à partir de 95, si tu fais partie de l'Union européenne, tu n'es pas considéré comme étranger. D'accord ? Même après, il y a eu des accords. Et après, il y a les accords de Cotonou qui fait que même 76 pays, plus tous les pays africains, ne sont pas considérés comme étrangers. Parce qu'avant, il n'y en avait que 3. Voilà, faut dire. Et avant, il n'y en avait que 3. 3 étrangers au club. Donc, dans les gros clubs ou les grands championnats, quand il y en avait 3, déjà, les Français ne partaient pas trop, mais... Tu prenais tout de suite, entre guillemets, les stars si tu étais un gros club. Tu prenais Platini, tu prenais trucs. Voilà, comme tu as pris Zidane aussi, quand même, puisque c'était. Tu vois, c'était après l'Euro 96, déjà Zidane. Mais après, ça veut dire que. Et ça a arrangé aussi le Maroc, parce que tu vois tous les pays où ils sont. Ils sont représentés en Bundesliga, Serie A, Première Ligue, après Pays-Bas. Non, mais les 5 championnats dits majeurs, ils sont représentés. Parce que maintenant, un jeune Marocain de 21 ans peut être le 8e ou 9e de la Fiorentina prend pas un risque, si tu veux. Autrefois, elle te prenait 3 joueurs, tu la jouais pas la Serie A. Et tu restais un peu dans ton pays ou dans des championnats mineurs et tu n'avais pas l'occasion de montrer leur talent, de montrer tes talents en restant sur le continent parce que malheureusement, il n'y a pas les infrastructures, qu'elles soient tactiques, psychologiques, tout ça, et dans des championnats un petit peu mineurs. Donc ça a changé la donne, tout ça. Albertini a dit, quand on a gagné la Coupe du Monde 98, milieu de terrain de l'Italie, Demetrio Albertini, il a dit on a enfanté des monstres. Parce que Thuram était à Parme, Blanc était passé par Naples, De Sailly c'était Milan, Deschamps la Juve, Zidane, Djorkaeff l'Inter, c'est-à-dire tous ces joueurs-là n'avait pas peut-être ce petit manque de mental, de vice, d'abnégation, de choses que la génération Platini, ce qui manquait un peu, puisque personne, en 82 à Séville, il n'y a que Didier Six qui est à Stuttgart, si tu veux. Mais après, Michel Pas... Le travail, l'air de rien, à l'étranger était différent, quoi. C'est-à-dire que nous, c'était. Moi, j'ai toujours considéré, avant de partir à l'étranger, que c'était. Vous avez fait Cannes, Bordeaux, et tout d'un coup, vous êtes parti à Parme après. Mais c'était. Tu jouais parce que tu aimais ça, quoi, en fait. Tu vois, c'était le jeu, le plaisir. Bon, après, bien sûr, tu voulais gagner. Mais peut-être qu'on n'avait pas instauré vraiment ce truc. Quand tu arrives à l'étranger, d'un coup, ça devient un métier, en fait. C'est ton métier. Et tu viens là pour travailler, pour essayer de remporter tous les matchs. Et je trouve que peut-être cette bascule-là, elle a profité à toute une génération, et à cette génération dont tu parles forcément, parce qu'il y a eu un avant, un après quand même, d'aller chercher des victoires, etc., au forceps, de toujours y croire. Et ce mélange-là, avec le talent de la formation française, plus ce côté à l'étranger où vraiment tu as la rigueur, et même aujourd'hui, quand certains joueurs, stars françaises qui partent à l'étranger, te disent... Ah, à l'étranger, c'est pas la même chose. Tu vois, c'est plus dur. C'est notre approche. Je vous mets juste un petit stop. Je donne la parole à France Piron parce qu'évidemment, le match vient de se terminer. Les Français sont qualifiés et il y a évidemment quelques réactions de nos héros français. Alors, il y a le buteur, le premier, Théo Hernandez. Très ému, Théo Hernandez, qui nous dit c'est un grand moment, c'est incroyable de jouer 2 finales consécutives. J'ai une grande pensée pour mon frère. Et oui, Lucas a blessé d'entrée de jeu, on s'en souvient. Oui, il a fait quelques minutes contre l'Australie, il l'a remplacé. Et voilà, le voilà, Théo. C'est quand même un destin. Est-ce qu'il y a déjà eu 2 frères en France champions du monde? Ah non, champion du monde. Bah non. Il n'est pas encore, bien sûr. Il y a déjà 2 frères en sélection. Il y aura le fils, le père et le fils. Les frères de Bourg. Il y aura le père et le fils. Les 2 frères pour être en mondial. De Bourg. Non, je parle français. Je crois qu'on avait regardé en 1930, il y avait 2, mais je sais plus. Non, mais de toute manière, la France ne gagne pas la Coupe du Monde de 1930. 45 champions déjà 2 frères au mondial. Ah oui, 2 frères, il peut y avoir 2 frères. 45 champions du monde. Donc non, il n'y a pas. On avait les Djorkaeff, mais père et fils, on avait les frères Révélés. Père et fils, Thuram. Mais gagner la Coupe du Monde. Bien sûr. Non, pour l'instant, ça serait. Là, on attendait que le fils Thuram marque, qu'il se mette à genoux. Mais il le fera en finale. Sur quelque chose aussi, quand vous avez dit cette équipe, ça a été abordé, c'est-à-dire cette équipe dégage quelque chose
comme 98, une espèce de certitude un peu absolue, parce qu'ils sont gorgés de confiance, etc. 98, il n'y avait pas encore la certitude. Non, voilà, non, mais je parle de. Après, une fois que tu l'as gagné, oui. Voilà, mais quand Joe arrive, il découvre ce groupe-là. Voilà. Et là, tu as un groupe champion du monde, pareil. Oui. Et j'ai bien écouté ce qu'avait dit Olivier Giroud après la victoire contre Angleterre, qui est quand même ric-rac, qui est un peu, t'es dominé, t'emmènes pas large. Et en fait, il dit une phrase, il est marrant, il s'en filtre quand même assez, Giroud. Il dit un truc, même malmené, j'avais la certitude qu'on allait passer. Et moi, je suis persuadé que c'est pas que des mots. Moi, je suis persuadé, je vous rappelle, le soir même, je vous ai dit, je suis persuadé que les Anglais, à un moment, nichés dans leur inconscient, t'as 56 ans d'échec, tu vois, et qu'au moment de tuer le père, en quelque sorte, ils n'y arrivent pas, et que ces Bleus-là, eux, ils ont la victoire de 2018 où ils savent que ça va tourner pour eux. Ils sont comme les Allemands qui avaient une confiance à un moment, ou les Italiens, même quand ils faisaient des mauvais matchs, parce que c'était quand même des beaux joueurs, si tu veux. Ils arrivaient à arracher un truc. Et à l'arrivée, ils avaient la certitude quand même de, tu vois. C'est important ça. Mais c'est capital. Olivier, je me retourne vers vous. Vous êtes notre père Fouras. Est-ce qu'on est devenu l'Allemagne? L'Allemagne qu'on a connue les années 80. J'ai l'impression que. Non, mais j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Il y a un truc. Moi, j'ai grandi dans la hantise. J'ai été traumatisé par ces succès allemands et notamment contre la France. Et maintenant, nous, on est les tueurs de rêve des autres. Tout à fait. J'ai l'impression que finalement, on a enfilé le maillot de l'Allemagne, de la bête à sang-froid. Il y a peut-être des points convergents, effectivement, parce qu'effectivement, à l'époque, on disait toujours et les Allemands à la fin gagnent. Et on a le sentiment, même quand on voit un match comme ce soir, que finalement, il ne peut rien arriver à notre équipe de France. Parce que, alors oui, je reprends tout ce que vous avez dit, elle est sereine, il y a quelque chose qui se dégage, ils ont une certitude, ils ont une force qu'on n'arrive pas, nous, à expliquer, mais en tout cas qui est présente, parce que quand on voit les situations de jeu où systématiquement le ballon, quand c'est pour nous, revient dans nos pieds, quand c'est contre nous, repart toujours dans nos pieds quand même. Ouais. Il y a toujours cette force, alors il y en a qui vont dire que c'est de la chance, d'autres vont dire comme sur le poteau marocain, ça revient pas sur un marocain. Non, mais c'est marrant. C'est ce que je suis d'accord, je suis complètement d'accord. C'est tellement dingue. Donc il y a ce système en fait. Peut-être que il y a du talent chez nous, ça c'est sûr, mais peut-être que les étoiles sont bien alignées et que pour nous c'est toujours convergent. Giovanni. Non, après il y a un truc quand même, de toutes les générations qui ont gagné, il y a quand même un trait commun, c'est Didier Deschamps. Oui. C'est quand même le capitaine des Bleus de 98. Non mais, ça compte. Il les a bien recadrés à la mi-temps. Ça n'a pas été très bon. Il les a bien recadrés. Mais il a laissé faire un enfant de 7 ans. C'était pas son meilleur speech peut-être. Non mais moi ce que je remarque quand même, depuis qu'il a pris la sélection sur le banc, quand tu écoutes ce qui s'est passé en 2018, ils te disent que 2016 a beaucoup compté. La défaite en finale face au Portugal, à la maison, ça les a servis pour 2018. Là, ce qui s'est passé à l'Euro, tout de suite sur les premières conférences de presse, avant la compétition, on va se calmer. Avant l'Euro, on devait être la meilleure équipe du monde. Tout de suite, il y a eu un recadrage sur la préparation psychologique de la compétition, un peu moins de confiance, on bosse plus, les valeurs du groupe, on remet ça au centre du jeu, au centre de cette équipe. C'est l'ADN de cette équipe, c'est le collectif. Et je trouve que dans l'échec de 2016 et l'échec de 2021 sur l'Euro, il y a les bases pour les succès en Coupe du Monde derrière. Donc il y a quelques similitudes, je trouve. Non, mais c'est sûr que Deschamps, il est certainement le trait d'union de ça, parce qu'on peut même ajouter Marseille 93, qui à mon avis aussi le premier verrou qui saute, je pense. Moi je suis persuadé que ce succès-là, il est... le premier verrou qui saute, c'est 84. Oui, sauf que derrière, tu sens bien que ça enchaîne pas. Après, il faudra du temps, mais le premier verrou, tu peux le faire. Mais moi j'ai du mal, avec votre analogie, parce que Marseille, ça reste en club. Ouais. Et le plafond de verre en club, on est bien placé pour le savoir. Oui, mais tu as perdu la qualité, justement. L'arrêt Bosman, les accords de Cotonou, c'est l'inverse. C'est des clubs, eux, ils morflent. T'as plus la même force, t'as plus le même vivier. C'est l'équipe nationale. Exactement, ce qui te profite à ton équipe nationale pour les Bleus, tu le perds au niveau club. Parce que la victoire en 93, pour moi, c'est la cause une partie, la cause de l'élimination des Bleus en... T'as les Anglais qui ont du problème en 94. Oui, parce qu'il y a ce contexte, Paris, mais c'est quand même les années où les clubs français vont très très loin. Paris gagne aussi une Coupe des Coupes. Je suis pas d'accord avec vous. Regardez mes amis là. J'ai fait une analogie sur l'Allemagne, parce que l'Allemagne, donc c'est les années 80, donc finale en 82, battue par l'Italie, finale en 86, battue par l'Argentine, et finale victorieuse en 90. Regardez ce qui se passe quand un tenant du titre atteint la finale. C'est extrêmement rare. On a 22 éditions de Coupe du Monde. C'est arrivé 1, 2, 3, 4, 5, Italie, Brésil 2 fois, Argentine, France. Et qu'un seul pays l'a fait 2 fois. Ouais, l'a gagné 2 fois, c'est le Brésil. Ouais. Deux fois d'affilée, l'Italie aussi. Italie 34-38. Italie 34-38 et Brésil, donc 58-102.
La France, en tant que nation, est-ce que c'est une grande nation? Est-ce qu'aujourd'hui on dit oui, c'est enfin. Au niveau de l'équipe nationale, c'est une très grande on nation. est une très grande nation de football. Au niveau de l'équipe nationale, c'est imparable. Regarde depuis 98, compte les coupes du monde, il n'y en a pas 10 000. Et c'est quoi notre 4e finale? Oui, 4e finale. 4e finale quoi, en 7 coupes du monde, 98, 2002, 2006, 10, 14, 18, 22. En 7 éditions, tu as 4 finales. C'est imparable. Depuis 25 ans.